Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter. Direction aujourd'hui la Transnistrie, un petit territoire de seulement 4000 km² que la guerre en Ukraine vient placer sous les projecteurs. Cette enclave séparatiste, coincée entre la Moldavie et l'Ukraine, a déclaré unilatéralement son indépendance en 1990 à l'éclatement de l'Union soviétique. Une enclave qui a toujours été stratégique pour la Russie et qui l'est d'autant plus aujourd'hui du fait de sa proximité avec Odessa, la grande ville portuaire ukrainienne de la mer Noire. C'est un pays, on va le voir, tiraillé entre l'Est et l'Ouest, entre l'attachement à Moscou et l'ancrage géographique européen. Lauriane Derbecourt, bonjour. Bonjour. Vous vous y êtes rendue pour France 24, mais avant les attaques qui ont eu lieu fin avril, début mai. Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a eu des attaques fin avril qui ont replacé ce territoire au cœur, à la une de l'actualité. C'est un territoire qui est très peu connu. Très peu de personnes connaissaient la Transnistrie et sa position géographique, vous l'avez dit, est très stratégique. La question que je me suis posée avant de partir, c'est que veut son gouvernement? Souhaite-t-il un rattachement à la Russie? Que veulent ses habitants? Et je pense que la guerre en Ukraine a changé les esprits dans cette partie du monde. Lauriane Derbecourt, vous restez avec nous. Transnistrie, à la merci des puissants. C'est donc votre reportage. On le regarde et on vous retrouve tout de suite après. Allez, venez les gars, on va au tank. C'est un circuit touristique pas comme les autres, pour un pays pas comme les autres. Le tank est placé ici depuis 1968. Depuis 2011, Andrei Smolenski organise des Soviet Tours pour les rares touristes qui viennent en Transnistrie. On est là pour apprendre un peu plus sur cet endroit, au-delà des peu de choses que l'on voit sur Internet, sur ce pays qui n'existe pas. La Transnistrie. Cette petite enclave séparatiste coincée entre la Moldavie et l'Ukraine a déclaré son indépendance en 1990. Malgré ses multiples demandes, elle n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Elle fonctionne pourtant comme un État. Ici, vous pouvez voir le Parlement et le siège du gouvernement qui date de 1983, la statue de Lénine de 1987, le drapeau de la Transnistrie et celui de la Russie. Dès qu'on franchit la frontière, on se rend compte que si c'est ethniquement pareil, la langue est différente. Ce n'est pas le même style de vie. Ça se voit, quoi. Ici, la vie semble figée dans le passé soviétique. Dans les grandes villes, les vestiges de l'URSS sont visibles à chaque coin de rue. Pour les 470 000 habitants russophones du pays, l'histoire tient une place bien particulière. Au-delà de la lutte contre l'Allemagne nazie, c'est surtout la guerre séparatiste avec la Moldavie en 1992 qui a marqué les esprits. Un conflit de quelques semaines à peine, mais plusieurs milliers de morts honorés chaque année sur cette place. La sécurité de la Transnistrie est toujours assurée par 1500 soldats russes. Le petit État essaie malgré tout d'exister par lui-même. Le territoire commerce avec le monde entier. Mais toutes ces productions doivent obligatoirement être étiquetées comme produits moldaves, et non transnistriens. Une injustice selon Vitali Ignatieff, le ministre des Affaires étrangères. Actuellement, la Moldavie bloque l'approvisionnement en médicaments, en nourriture et en engrais pour nos producteurs agricoles. Ce sont des éléments du blocus et le principal obstacle qui nous empêche de vivre et de nous développer librement. État sans existence officielle, ses habitants ont pourtant développé un fort sentiment patriotique. Sacha, 36 ans, est vigile dans un restaurant. Comme beaucoup, il vit dans un quartier hérité de l'époque soviétique.
De très nombreuses nationalités habitent ici. Russes, Moldaves, Ukrainiens, Bulgares, tout le monde. C'est une république aux multiples nationalités. Maman, on est à la maison. Vous êtes enfin rentrée? Tous les soirs, depuis le début de la guerre en Ukraine, Sacha s'installe devant Rossiya One, la première chaîne publique russe où les présentateurs affichent sans ambiguïté leur soutien à la politique de Vladimir Poutine. La guerre, toujours la guerre en Ukraine, ça ne s'arrête pas. Ouais, c'est terrible. Tout le monde a des parents, des connaissances et des proches là-bas. C'est donc un sujet très émouvant que je suis régulièrement. Une émotion alimentée H24 par les médias officiels russes. Si vous me demandez comment j'aimerais que le problème soit résolu, je souhaite la paix, l'harmonie, afin que la République moldave de Transnistrie devienne indépendante, ou dans le meilleur des cas, qu'elle fasse partie de la Fédération de Russie. Je vois ça comme ça. Tout le monde ici souhaite la fin de la guerre. Pro-russes majoritairement, les Transnistriens n'ont pourtant pas tous choisi le camp de Moscou. Bender, la deuxième ville du pays. Alexander est professeur de mathématiques. Depuis le début du conflit, cet opposant de Vladimir Poutine est très actif sur les réseaux sociaux. J'aime vraiment cet homme. Si Alexander relaie les informations sur la guerre en Ukraine, c'est dans un but bien précis. Dans notre région, tout le monde est tourné vers la Fédération de Russie. Tout le monde pensait, et j'ai également cru pendant longtemps, que la Russie prenait soin de nous et nous aidait. Beaucoup de personnes ne regardent que les chaînes d'information russes et ont une vision du monde biaisée. Mais beaucoup de gens ne veulent pas accepter cette réalité. S'ils le faisaient, leur vision du monde s'effondrerait. C'est très douloureux. Je le comprends. Alexander reste néanmoins confiant. Son gouvernement, il le croit, saura trouver sa voie sans s'impliquer dans la guerre. D'autres ont perdu cet espoir et envisagent de fuir pour rejoindre ce qu'ils considèrent comme la mère patrie. Tatiana est professeure d'anglais. À 46 ans, elle n'a jamais quitté son quartier. En 1992, alors adolescente, elle a vu du haut de son immeuble les Moldaves attaquer. On a vu, je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, depuis la droite vers la gauche. Ça ne s'est pas passé pendant qu'une nuit, une, puis deux, puis trois, et on a vécu dans cette peur. Pendant 3 mois. 3 mois. Des bombes, des bombes, des bombes. Hors de question pour Tatiana de revivre ce cauchemar. J'ai reçu un message très étrange et horrible. Je vais vous le traduire. Salut les bâtards, quelque chose comme ça. Mon nom est Alexander Alexandrovski, je suis un nationaliste moldave. J'ai posé des bombes sous vos écoles et je vais vous en envoyer aussi. Gloire aux Moldaves et mort aux Russes.
Info ou intox, ce type de message nourrit la peur de Tatiana. Elle a décidé de vendre l'appartement de famille pour rejoindre Saint-Pétersbourg où vit déjà sa fille aînée. Ce sont les dernières affaires que nous devons emballer. Nous emballons à la va-vite car nous n'avons plus de temps. Ah, regardez, c'est le passeport de ma mère. Il est encore valable. Vous pouvez voir, c'est celui de l'URSS. Elle l'utilise encore. Il est valable seulement en Transnistrie et en Moldavie, juste dans ces pays. Nous sommes le dernier pays soviétique au monde. On est toujours un pays communiste. Tatiana est fière de son éducation soviétique. Sa mère, Galina, professeure de français, se sent, elle, trahie par la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Moi, j'en ai assez de la guerre. J'aimais toujours Poutine, je le respectais, je le considérais très intelligent. Mais voilà cette idée que l'ennemi se trouve non loin de nos frontières. Ça m'a tué. Je ne suis pas contre les Russes, je suis contre la mort. Mais ce sont les Russes qui font mourir les gens, oui. Des citoyens partagés sur les responsabilités du conflit. Un pays tiraillé entre l'Est et l'Ouest. La Transnistrie a récemment été accusée de servir de base arrière aux militaires russes. Son gouvernement s'en défend. Aujourd'hui, le petit territoire refuse de prendre part à la guerre. Mais pour combien de temps encore? Peu après notre départ, la déclaration d'un général russe a ravivé les tensions dans la région. Ce haut gradé a clairement affiché les ambitions de Moscou. Conquérir tout le sud de l'Ukraine pour permettre à l'armée russe de faire la jonction avec la Transnistrie. Quelques jours après cette sortie belliqueuse, plusieurs attaques non revendiquées ont été menées en Transnistrie, contre un bâtiment officiel ou encore des tours de radio russes. Après ces événements, nous avons voulu savoir ce qu'il était advenu des personnes que nous avions rencontrées. Sacha, le vigile, n'a pas encore été mobilisé, mais il suit l'évolution de la situation avec une certaine inquiétude et se prépare au pire. Eh bien, si les hostilités commencent réellement, on devra faire quelque chose. Nous avons une petite armée. Nous nous défendrons avec nos propres forces. Nous nous défendrons aussi longtemps que nous le pourrons. Je pense que ça se passera comme cela. Nous espérons recevoir l'aide de la Russie, bien sûr. On verra. Je voudrais croire au meilleur. Mais personne n'abandonnera la Transnistrie. Les habitants ne l'accepteront pas. Quant à Tatiana, ses enfants et sa mère Galina, ils ont quitté la Transnistrie. Je suis partagée, car d'un côté, nous sommes très tristes d'avoir dû quitter notre maison, mais nous sommes aussi très heureuses de l'avoir fait, car cela faisait 3 jours que nous tentions de le faire. Le temps de préparer le grand voyage vers la Russie, Tatiana et sa famille seront hébergées chez des amis dans le nord de la Moldavie. Quelle que soit l'issue de la guerre, la Transnistrie et ses habitants ne maîtriseront sans doute pas leur destin. Une histoire particulière depuis ses débuts, qui continuera de s'écrire au bon vouloir des puissances voisines et de leurs intérêts. On le voyait dans ce reportage, les habitants de Transnistrie semblent divisés par la guerre en Ukraine, même si on sent en même temps un fort désir d'indépendance. Est-ce que cette indépendance est vraiment possible, Lauriane, politiquement d'abord, mais surtout économiquement ?
Alors c'est vrai que c'est la grande question qui se pose. Est-ce que ce territoire est-il capable de s'autosuffire par lui-même? On lit dans de nombreux médias que ce territoire est perfusé par la Russie, qu'il est totalement dépendant, et notamment au niveau du gaz, puisque c'est la Russie qui fournit le gaz à la Moldavie et à la Transnistrie. Nous avons posé cette question au ministre des Affaires étrangères, Vitaly Ignatieff. Je vous laisse écouter sa réponse. La réalité est que la Transnistrie n'achète pas directement du gaz à la Russie. Une entreprise moldave l'achète. Par conséquent, les dettes qui existent sont les dettes de la Moldavie. Donc la question du gaz doit être résolue aussi. Si la Transnistrie est un État indépendant, nous paierons nos dettes. Mais si c'est une dette moldave qui date depuis longtemps, alors c'est la Moldavie qui devra la payer. Alors c'est vrai que la question du gaz est une question épineuse et montre bien à quel point le territoire est pris en étau entre la Moldavie et la Russie. C'est également un territoire qui a de nombreuses ressources, qui commerce avec l'Est comme avec l'Ouest. On pense à l'industrie lourde, on pense aux spiritueux, ils sont connus pour leur brandy. On pense également au caviar. Et d'ailleurs, c'est un territoire qui souffre de la guerre en Ukraine, puisque Odessa était un principal point de passage de tous ces produits. Au niveau interne, il y a quand même une mainmise d'un gros conglomérat qui s'appelle Shérif, qui viennent des services secrets russes et qui sont connus pour être assez proches du pouvoir. Quel avenir alors pour cette enclave séparatiste ? L'avenir est incertain et tout dépendra aussi de l'évolution de la guerre en Ukraine. On pense encore une fois à Odessa, qui est juste à côté du territoire. Le sort d'Odessa est très important pour ce territoire. Une chose est sûre, ce territoire réclame son indépendance. Il souhaite rester loin de la guerre. Pour combien de temps ? L'avenir nous le dira. Lauriane d'Herbecourt, merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. Transnistrie à la merci des puissants. Un reportage à voir et à revoir à tout moment sur france24.com sur la page de l'émission Reporter. À très vite.